Mercredi 21 décembre, Guinée Info, les titres à la une ce soir, construction de 33 km de route à Cancan. Le projet est financé par le gouvernement, c'est un grand format signé Fatmata Samoura. Une école sous le choc dans la commune de Ratoma après le viol d'une adolescente de 13 ans. Les parents de la victime ont peur des représailles des bourreaux de leur fille, mais la victime est engagée à défendre son honneur. Et puis votre rubrique rétrospective 2013, volet politique avec Aboubacar Kamara pour parler du nouveau Parlement guinéen. Après 12 ans d'attente, qui tire profit de cette nouvelle donne politique? Élément de réponse dans Guinée Info. Bonsoir à tous, merci de nous choisir. Vous êtes sur la télévision nationale. Ce qui concentre l'attention dans l'actualité, le poste électrique de Sonfonia a pris feu. Conséquence, les habitants des zones de Bailobaya, Université de Sonfonia, Antassis, Kuntia et Lansanaya sont coupés de courant électrique. À l'origine de cet incendie, la surcharge du transformateur, pendant que l'EDG travaille en ce moment pour établir cette situation. Moussa Komara. Principale conclusion au terme de ce panel, la mise en place d'un plan contingent en cas de rupture satellitaire. Le comité recommande aussi la formation de son personnel chargé de la maintenance réseau, ce pour assurer une bonne prestation de son service dans l'espace aéronautique. En somme, c'est pour nous rassurer que les normes en matière de sécurité de la navigation aérienne, que ce soit dans les communications vocales entre pilotes et contrôleurs, que ce soit l'exploitation des signaux HF entre centres de contrôle ZJet-100, que ce soit les communications air-sol, les VHF, ou que ce soit les communications entre même les contrôleurs des régions avoisinantes, il y a une certaine interopérabilité. Ces spécialistes venus de 20 pays d'Afrique ont passé en revue tous les problèmes liés à la gestion du réseau de télécommunications par satellite. Ce panel quand même nous permet de faire avancer un peu la sûreté et la sécurité de l'aviation et de permettre à l'aviation civile d'être beaucoup plus sûre et que les avions volent dans nos cieux d'une manière plus sûre. Pour le ministre délégué au transport, le gouvernement prendra en compte les recommandations formulées, ce pour permettre à cette organisation de mieux fonctionner. Vous avez plutôt suivi un reportage de Moussa Komara sur les télécommunications. Nous reviendrons sur le reportage consacré, disons, à cet incendie à Sonfonia au niveau du poste électrique. Les directeurs régionaux et préfectoraux de l'agriculture sont à Conakry depuis quelques jours pour échanger sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour réussir la campagne agricole 2014. La campagne précédente a enregistré une augmentation de 7% de la production. Cette journée du monde rural va aboutir à la rédaction d'un rapport final qui devrait permettre d'améliorer les résultats des investissements publics dans le secteur agricole. Le point avec Fodé Camara. Du 28 septembre du Palais du Peuple, les responsables du ministère de l'Agriculture au niveau central et déconcentré prennent la parole pour dresser le bilan de l'année 2013. Ces acteurs ont aussi ouvert la brèche des embûches qui ont jonché le chemin durant la campagne agricole. La principale difficulté de la Direction nationale de la culture, depuis que l'on a lancé le programme gouvernemental d'appui au secteur agricole, la DNA n'a pas bénéficié d'un franc des allocations budgétaires portées à son actif au niveau de la loi des finances, et initiale et rectificative. Sauf pour une fois, son Excellence Monsieur le Président de la République, pour lancer les CPA, les centres de prestation, a puisé dans son budget de souveraineté une chose particulière, un montant de 2 milliards pour lancer l'opération, étant entendu qu'on disposait sur le terrain maintenant des équipements que l'on devrait déployer. Il faut nécessairement des véhicules d'intervention pour pouvoir joindre nos partenaires, les services techniques, les projets, les programmes. Outre les difficultés dans l'agenda de ce conclave, les dispositions à prendre pour relancer la coopération avec les partenaires techniques et financiers, sans oublier les perspectives pour 2014. C'est une première dans le département. Ces analyses vont nous permettre de ressortir nos faiblesses, de connaître nos forces et ensemble avec la masse critique d'acteurs qui sont ici présents et pour qu'enfin on puisse ensemble aussi trouver des actions concrètes assorties d'un plan d'action.
et d'une feuille de route pour que nous puissions mener une année 2014 dans de bons termes. À l'orée de 2014, par ce forum pluriel, la machine de suivi-évaluation des activités de la campagne agricole semble bien enclenchée. Au finish, un rapport final sera rédigé pour améliorer les résultats des investissements publics dans le secteur agricole. Je vous amène tout de suite à Kankan, où 33 km de routes sont en construction. Je vous l'annonçais en titre. Le coût des travaux est estimé à près de 180 milliards de francs. C'est un projet du gouvernement guinéen. Comme le montre ce reportage de nos envoyés spéciaux à Kankan, Fatoumata Samoura, Mohamed Lou Kamara. Suivez. Lancés en 2009, les travaux d'assainissement et de bitumage de la voirie urbaine de Kankan sont presque achevés. À ce jour, les 33 km concernés par le projet de béton bitumineux, des travaux qui, pour la mission de contrôle, sont exécutés selon le cahier de charge. Je certifie que les travaux effectués sur la ligne 22 sont exécutés dans les règles de l'art et à la limite des quantités de travaux prescrits dans le cahier de charge. Si des artères bitumées depuis 2010 tiennent encore, il n'en est pas de même sur la ligne 22 dans le quartier Salamaninda. Une dégradation précoce qui suscite des commentaires. Depuis le début de ces travaux, ça a pris beaucoup de temps. Bon, ils n'ont pas creusé des caniveaux comme il faut. Bon, ils ont mis le boudron comme ça, sans caniveau. Le temps de... Bon, je ne sais pas si l'eau vient, ça rentre à la maison n'importe comment, on souffre. Pour certains, ces fissures sur la chaussée et la stagnation des eaux usées dans le quartier Chérifula s'expliquent par l'occupation anarchique des lieux. Cet ancien élu local souhaite que la zone soit lotie avant son aménagement. Le lotissement n'a jamais fait ici, parce que c'est l'eau. Au fleuve jusqu'ici. La seule construction qui était là, c'est la construction que je vous montre là, fait la ministre Adi Kaba. C'est tout récemment là, dans le 60, que les gens commencent à construire les briques ici. Tant qu'il n'y a pas de caniveau ici, même tu mets le béton, jusqu'à, je peux dire, à 100 mètres, 200 mètres, ça ne marchera pas. Du côté de Guiter, l'entreprise en charge du projet, l'on précise que les travaux réalisés sont ceux définis dans le contrat. Mieux, l'entreprise est fière de la tâche accomplie. Ce n'est pas une faute de l'entreprise Guiter, mais plutôt la position géographique du quartier. Comme vous l'avez constaté, il doit y avoir des assainissements, s'il faut dire des voies et moyens pour pouvoir drainer l'eau jusqu'au fleuve Milo. Mais ceci n'étant pas fait, et le goudron est resté sur la ligne et l'eau est venue tremper dessus, donc ça a dégradé le bitume. Mais moi j'avoue que le travail que nous avons fait à Guiter est sans reproche. Depuis 2009 nous avons engagé ces travaux et le bitumage a commencé en 2010. Les premières lignes déjà bitumées depuis 2010 jusqu'à ce jour n'ont pas constaté de dégradation. C'est seulement la ligne 22 que nous avons bitumée en juin 2013. C'est un délai très court pour pouvoir voir un tel travail coûteux se dégrader. C'est des facteurs qui doivent être expliqués afin que l'autorité vienne en aide à la population de Kankan pour pouvoir trouver des moyens financiers afin qu'il y ait des lourds assainissements, afin d'apporter des caniveaux sur ce tronçon pour mieux l'assainir. Aujourd'hui, à Kankan, le visiteur est frappé par ces autoroutes assainies et couvertes de béton bitumineux. L'aménagement et l'embellissement des carrefours forcent l'admiration. Le travail est à poursuivre, cependant avec exigence et responsabilité citoyenne. Fin de stage de formation de la 5e promotion des commandos chinois au bataillon spécial des commandos en attente de Samoréa. 339 stagiaires ont pris part à cette formation. Elle a duré 7 mois, comme l'explique Lamine Sana Kamara dans ce reportage. Après 7 mois de formation, les stagiaires de la 5e promotion de commandos chinois sont honorés par le bataillon spécial des commandos en attente de Samoréa à travers cette cérémonie de remise des diplômes. Une formation assurée par des experts chinois et des instructeurs nationaux. Le but de cette formation
c'est toujours dans le cadre du renforcement de la capacité opérationnelle de notre armée guinéenne. Donc, avec le programme du président de la République, le commandant en chef des forces armées, la réforme du secteur de défense et de sécurité. Et qui parle de réforme du secteur de défense et de sécurité, parle forcément de la formation. C'est dans ce cadre que la coopération avec l'armée populaire de Chine a été relancée et ce stage est le fruit de cette coopération. Leur démonstration merveilleuse de tout à l'heure atteste bien qu'ils ont bien réussi dans ces tests cruciaux dans leur carrière militaire. La Guinée et la Chine totalisent plus d'une cinquantaine d'années de coopération et d'amitié. Le ministre délégué à la Défense nationale se réjouit du renforcement de cette coopération et du niveau atteint par les stagiaires. La préparation des hommes sans exclusive est l'une des missions principales de l'état-major général des armées en temps de paix. La complexité des missions dévolues aux armées explique la diversité de formation. La 5e promotion de commando chinois porte désormais le nom du sergent Fodesed Kourouma, un ancien de la 3e promotion mort dans un accident de la circulation. Les stagiaires ainsi formés sont spécialisés dans la protection des hautes personnalités. Le tir au PA, le fusil à lunettes au PMAK, le mouvement des tactiques individuelles, la grande formation et le combat corps à corps sont parmi les enseignements reçus. À l'occasion de cette cérémonie, un bâtiment d'escalade est inauguré. En image tout de suite, un coup de filet réussi des agents des services spéciaux anti-drogue et crimes organisés. Ils viennent de démanteler un réseau de présumés escrocs. Ce groupe serait spécialisé dans la fabrication de faux documents et d'escroqueries sur Internet. Un homme d'affaires britannique aurait été séquestré par ce groupe pendant un mois. Les explications avec Younous Atawel Kamara. La cybercriminalité continue de faire des victimes en Guinée. La dernière en date s'est produite au mois de novembre passé. Il s'agit d'un Britannique qui a été enlevé à l'aéroport de Conakry dès sa descente de l'avion. C'est un groupe de soi-disant hommes d'affaires guinéens qui avait contacté David par le biais de l'Internet. Ces hommes se sont servis de faux dossiers pour convaincre le Britannique à développer un partenariat commercial. Nous avons été saisis par la National Crime Agency du Royaume-Uni au sujet du kidnapping d'un sujet britannique. Officiellement, il a été transporté dans la commune de Ratoma, précisément à Lamagny. Il n'a plus jamais été vu. Il semble qu'il a vécu toutes sortes de sévices. Il a été torturé, séquestré. À partir de ce moment, nous avons ouvert une enquête. Nous sommes en danger. Vous voyez, ça c'est les manifestes que les gens ont envoyés, c'est ce qu'on appelle la cybercriminalité. Ça, c'est les méfaits de la technologie. Ils ont créé des sociétés, ils ont créé des agréments, et ils ont créé même des arrêtés d'exploitation pour prouver que l'État est impliqué. Mais tout est faux, tous ces documents sont faux. C'est ce que la société de M. David et Toby a saisi sur Internet, cette société qui appartient à ce réseau. Ce réseau de malfrats est composé d'un Nigérian et d'un Guinéen. Ils résident tous à Lambaye, ici à Conakry. Ils ont été appréhendés en possession de ces faux documents. Le Britannique a pu rejoindre son pays et les présumés escrocs sont mis à la disposition de la justice guinéenne. Le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO poursuit sa campagne de sensibilisation sur le respect des droits fondamentaux des femmes. L'organisation souhaite une plus grande intégration sociale des femmes. La commune de Matoto constitue l'une des dernières étapes de cette opération. Ça marathon. Faire la promotion des droits fondamentaux des femmes, c'est l'objectif du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Une structure féminine qui œuvre pour la protection des droits des femmes à travers la promotion et la sensibilisation sur l'application de la résolution 1325 et connexe des Nations Unies. La résolution vise à lutter contre ces violences. Il faut que les femmes elles-mêmes connaissent ces résolutions et elles-mêmes se lancent dans l'application, la vulgarisation. Un échange fructueux à en croire des participantes.
et se disent prêtes à lutter contre les violences faites à leur égard. Les maris qui battent leurs femmes comme ça, là, ou bien tu fais des choses à ta femme qui n'est pas bien, on va interdire ça. On vient de commencer, on va continuer jusqu'à ce que ça s'arrête. L'opération a déjà touché les communes de Matam, Dixine et Ratoma. Elle se poursuivra à Kaloum dans les prochains jours. Et puis cette nouvelle qui choque, je vous l'annonçais en titre, une adolescente de 13 ans violée par un groupe de jeunes. Les parents d'élèves et la direction de son établissement manifestent une solidarité autour d'elle. Les parents de la victime ont peur des représailles des bourreaux de leur fille, mais la principale intéressée est déterminée à défendre son honneur. Sa plainte est déjà au commissariat, mais le dossier n'avance pas. Kamara Boubacar l'a rencontré pour l'entendre et comprendre les circonstances de ce viol collectif. Suivez. Derrière les grilles de certaines habitations de Conakry, des criminels opèrent impunément. À Bantunka, dans Ratoma, une fille de 13 ans vient de subir un viol collectif. La victime est traumatisée. C'est ma mère qui m'a commissionné, que je vais aller acheter pain. En partant acheter pain maintenant, il y a 3 garçons qui m'ont attaqué. L'autre là, me couteau sur mon cou. L'autre a attrapé ma bouche. C'est comme ça qu'ils m'ont amené. Ils m'ont percé avec le couteau. Ils m'ont fait déchirer mon cou. Après, on a parti au police gendarme, Jimbaya. Ma mère et mon père ont dit de laisser le problème tomber. Comme ce n'est pas ma mère qu'on a violée, je suis partie, j'étais aussi en classe, je ne suis pas tranquille en classe. Quand j'étais avant, j'étais intelligente. Tout ça s'est diminué, je ne comprends rien à l'école. J'ai écrit un texte, j'ai amené aux police, j'ai mis plainte. Les faits remontent à 1 mois. La victime fréquente cette école à Petit Simbaya. La direction de l'établissement, scandalisée par le drame, apporte son soutien à Mariam en poussant les autorités compétentes à l'action. C'est la fille qui a rédigé la plainte, elle a déposé. Nous sommes allés pour l'accompagner. Moi, je ne suis pas policier, je ne suis pas commissaire. Le problème est arrivé officiellement. Il y a eu... ils ont écouté la petite de long en large, mais jusque-là, rien. Depuis ce matin, d'autres parents d'élèves se mobilisent contre ce cas de viol. Denise, mère de 3 filles, se porte à la tête du mouvement. Donc c'est vraiment une abomination. Donc moi je suggère que tous les parents d'élèves de cette école, nous nous mobilisons autour de cette cause. Donc nous devons tous se lever comme un seul, une seule personne pour aller vraiment défendre la cause de cette fille. Je suis vraiment touchée au plus profond de mon être. Mariam attend depuis 1 mois une suite à sa plainte déposée au commissariat de Ratoma. À l'école, ses amis viennent de mettre en place un gouvernement dont les ministres ont charge de faire avancer le dossier vers les tribunaux du pays. Pour que ma copine puisse être en l'aise, nous devons chercher ces 3 gars pour les amener à la justice. Nous devons parler sur eux, regarder qu'est-ce qu'ils ont fait à la fille. Mariam ne va plus à l'école, pourtant elle a envie de retrouver ses amis, mais pas avant que les bourreaux qu'elle croise dans son quartier ne soient sous les verrous. Les accidents de la circulation se multiplient à Conakry. Pendant que les citoyens s'interrogent sur les raisons, plusieurs expliquent ce phénomène par la défectuosité des engins roulants, alors que d'autres dénoncent le manque de contrôle technique des véhicules. Depuis la fermeture de Civita, aucun garage de visite technique ne fonctionne en ce moment en Guinée. Sékou Fernand Kourouma est allé à la rencontre de certains citoyens de la capitale. Images et témoignages dans ce reportage. Aucune structure performante de visite technique automobile n'existe à Conakry. Ces milliers de véhicules qui circulent sont très peu entretenus. En tout cas, pas avec des moyens techniques appropriés. Conséquence, la défectuosité des engins roulants reste la première cause d'accident. En moins d'une semaine, plus de 3 accidents mortels ont endeuillé des familles à Conakry. À la lumière de ce que nous avons constaté, je crois que 3 facteurs accidentogènes pourraient être à l'origine de ça. Premièrement, l'excès de vitesse, au regard de la virulence avec laquelle les palmiers ont été projetés dans la cour. Deuxièmement, il est hautement probable qu'il y a eu un cas de sommeil. Mais je note quand même la diligence et la promptitude avec lesquelles les services de sécurité se sont déployés dès lors qu'ils ont été touchés par l'entomie des différentes autorités. Il n'y a pas possibilité de voir des véhicules, même sortis d'usine, qui ne passent pas au contrôle technique
pour voir, sinon même prévenir les défaillances techniques qui peuvent surgir sur ces véhicules. Pourtant, il y a quelques années, la Guinée était un des pays où la visite technique automobile était rigoureuse. Avec l'existence de Civita, le taux d'accident avait été réduit. Il y a eu des années passées, il y a une entreprise qui était là chargée maintenant de vérifier ces véhicules, surtout sur le côté de freinage là. Après un tourbillon judiciaire, Civita n'arrive pas à se relever malgré de gros investissements sur ses différents sites. Et puis l'on a procédé ce matin à la remise solennelle des trophées du Comité olympique international à deux de nos compatriotes au Palais du Peuple. Il s'agit de Dr Guéné Saran Camara, lauréate du trophée continental femmes et sport 2013, et de Alpha Ibrahima Mongo Diallo pour le trophée Baron Pierre de Coubertin, fondateur du Comité olympique international. Ibrahima Sori Fofana. C'est la salle du 28 septembre du Palais du Peuple qui a servi de cadre à cette cérémonie à la fois solennelle, pathétique et historique de remise des trophées du Comité olympique international à deux de nos compatriotes. Dr Guéné Saran Camara, lauréate du trophée continental Femmes et Sport 2013, et Alpha Ibrahima Mongo Diallo pour le trophée Baron Pierre de Coubertin, fondateur du Comité olympique international. Le but de l'olympisme est de mettre le sport et la culture au service du développement harmonieux de l'humanité en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine. La pratique du sport est un droit de l'homme. Elle doit se faire sans discrimination d'aucune sorte et dans l'esprit olympique qui exige la compréhension mutuelle, l'esprit d'amitié, de solidarité et de fair play. Quand on m'a remis ce trophée à Lausanne, on m'a toujours appelé la Guinée. Je me suis dit que quand je serai de retour, c'est avec fierté que j'allais partager cette joie avec les citoyens guinéens pour éprouver la fierté, ma toute fierté pour mon apport au développement social et économique de ce pays. Je voudrais remercier le CIO pour cette marque de reconnaissance envers la Guinée, mon très cher pays, qui a effectué une longue marche vers proclamation et vers l'harmonisation de l'olympisme dans mon pays. Mes très chers gratitude vont justement à mon pays, à notre pays, la République révolutionnaire de Guinée. Très satisfait de la marque de confiance internationale à notre pays à travers ces deux personnalités, le gouvernement guinéen s'est dit honoré et exhorte tout le monde à redoubler d'ardeur. Le gouvernement guinéen a le grand honneur de considérer le succès et les triomphes de chacun des Guinéens comme un accroissement de notre patriotisme. Mesdames et messieurs les récipiendaires, nous continuons la tradition de nos compatriotes qui, depuis l'indépendance, affirment dans le monde le génie guinéen. C'est dans une joie perspective que cette cérémonie de remise solennelle des trophées du Comité olympique international qui honore à plus d'un titre notre pays a pris fin dans cette salle historique du Palais du Peuple. C'est une première à l'université Kofi Annan de Guinée. L'expérience semble apporter fruit. Une journée d'accueil des nouveaux étudiants pour expliquer aux jeunes admis au bac, par exemple, les exigences du LMD. La cérémonie a mobilisé plusieurs étudiants et responsables de l'institution, comme le montre ce reportage signé Nasrullah Ibari. Chaque année, des milliers de bacheliers sont orientés dans les universités privées du pays. Le choix des programmes de formation reste difficile pour certains admis au bac. Cette rencontre des responsables de Kofi Annan avec les nouveaux inscrits se fixe pour le défi de faire comprendre aux jeunes étudiants l'interdépendance des filières. Cette manifestation est significative en ce sens qu'elle permet de recevoir les nouveaux étudiants, de leur parler de la vie estudiantine à l'université Kofi Annan, de les orienter, de les informer
de les préparer aux études à l'université Kofi Annan. Et nous avons pensé qu'il était souhaitable de réunir tous les étudiants ensemble, d'abord pour leur présenter l'université Kofi Annan, pour qu'ils s'y sentent bien, si vous voulez, et en même temps pour développer un sentiment d'appartenance à une même institution. Ils sont plus de 4000 étudiants à s'inscrire cette année dans cette université. Pour la première fois qu'ils rencontrent leurs encadreurs, ils semblent mieux comprendre le système universitaire. Heureuse de savoir qu'à Kofi Annan, on organise des journées d'accueil pour des nouveaux et des nouvelles. Vu toutes les initiatives qu'ils ont pour les nouveaux, et ça encourage beaucoup et ça motive. Cette cérémonie d'accueil des nouveaux étudiants est instituée cette année. L'objectif des responsables de l'université, faciliter l'insertion des nouveaux admis au bac. L'école primaire d'Ixingar change de nom. Elle s'appelle désormais École Ela Tcherno Moussa Kanté. L'occasion pour les responsables de l'établissement d'expliquer au public pourquoi ce changement de nom. Tcherno Maroufba et Mamadou Alpha Baldé ont suivi pour nous cette cérémonie. 1987, jusque-là, l'école primaire de Dixingar portait le nom du quartier qui l'abrite. Aujourd'hui, cet établissement est rebaptisé Tcherno Moussa Kanté. Cet homme, qui est aussi honoré à titre posthume, reste une des figures illustres depuis la Deuxième République pour les autorités gouvernementales. Je voudrais demander à tous les enfants de cette école, comme tous les enfants de la République de Guinée, de nous prendre comme exemple dans le cadre du travail, de l'intégrité et du souci pour que notre pays se développe. Naturellement par le sérieux, naturellement par l'engagement des enseignants et des élèves à être des personnes compétitives. Ce nom a été donné par la direction préfectorale de l'éducation de Conakry 2 d'alors. Aujourd'hui, la Troisième République a décidé autrement, celui de pérenniser les noms des citoyens qui ont marqué l'histoire de la Guinée ou de leur localité. Le choix de ce nom est une initiative des autorités de l'éducation pour garder en mémoire cet homme qui a beaucoup investi dans l'éducation pour la jeune génération. Il y a des personnes qui vous inspirent. Et la biographie qui a été faite de feu mon père, Elhadj Tcherno Moussa Kanté, c'est une biographie qui est très instructive parce qu'elle pose réellement la problématique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, qui est celle de l'unité nationale, celle de la solidarité, celle de la concorde dans la vie entre les citoyens. Nous avons aussi hérité de feu mon père, sa générosité. Il n'a jamais hésité à sacrifier ses biens personnels pour préserver la quiétude dans la cité et pour mettre à l'aise les démunis. Un bélier est égorgé comme à l'accoutumée pour le baptême de cet établissement qui s'appelle désormais Elhadj Tcherno Moussa Kanté. Des figures emblématiques de la culture guinéenne sombrent à petit feu dans l'indifférence totale des autorités. Le directeur de l'ONASIG invite les Guinéens à se pencher sur le sort de ces hommes de culture qui ont marqué leur temps à un moment donné de l'histoire de notre pays. Moussa Mikini Kamara. La direction générale de l'Office national du cinéma guinéen immortalise les anciens orchestres nationaux à travers une série de projections de leurs films à la télévision nationale. Mohamed Kamara s'engage à faire revivre les œuvres de ces orchestres qui ont joué un rôle de premier plan au lendemain de l'indépendance nationale. Consolider son indépendance pour que la Guinée puisse évoluer, être différente des autres pays d'Afrique au point de vue culturel, au point de vue identité culturelle aussi, et c'est ce qui a beaucoup aidé la Guinée à un moment donné de notre histoire. J'ai trouvé que ces personnes sont malades, ils sont vieillissants, ils sont très âgés et ils n'avaient rien pour se soigner, ni pour se vêtir, ni pour manger. Je me suis posé la question, si ces gens-là partent avec toute la connaissance qu'ils ont de notre pays, comment est-ce que la jeune génération va pouvoir se comporter au point de vue identité culturelle? L'ONASIG est aussi sollicité par la nouvelle génération d'orchestres et de cinéastes professionnels issus de l'Institut supérieur des arts du Brika. Ces derniers rêvent de qualifier ce secteur pour que l'industrie du cinéma guinéen porte ses fruits. J'aimerais qu'il fasse une différence entre les amateurs
et les pros. Dans ce projet de l'ONASIG, les films des orchestres nationaux prioritaires sont Bala et ses baladins, le Bembea Jazz National, Kélétigui et ses tambourini, le Oya Band National, les Amazones de Guinée, pour ne citer que ceux-là. C'est dire que l'homme aussi peut renaître de ses cendres comme le phénix. Et puis dans votre rubrique rétrospective 2013, nous vous proposons ce soir le point sur les accords politiques et le déroulé des élections législatives qui vont aboutir à l'installation de la prochaine Assemblée nationale. Le point avec Kamara Aboubakar que nous allons recevoir dans un instant sur ce plateau après ce reportage. Suivez. Soir du 3 juillet, pouvoir et opposition accordent définitivement leur violon pour la tenue d'élections crédibles. Pour les populations, c'est un ouf de soulagement. Avec la facilitation d'un collège de médiateurs dont le représentant onusien Saïd Zinit, un accord politique est trouvé en Guinée. Cela intervient après plusieurs tractations et des marches souvent émaillées d'incidents. L'opérateur technique chargé du recensement électoral est maintenu. Le vote de 120 000 Guinéens de l'étranger accepté. Les dysfonctionnements de la CENI corrigés. Un nouveau calendrier électoral défini. Le compromis trouvé entre la majorité et l'opposition apaise le jeu et conduit à l'organisation inclusive des législatives du 28 septembre. 31 partis politiques concourent pour 114 sièges à l'Assemblée nationale. Plus de 5 millions d'électeurs sont mobilisés. La communauté internationale et les observateurs de l'Union européenne, de la CEDEAO, de l'Union africaine sont déployés sur le terrain. L'opération se déroule dans le calme et dans le respect du jeu démocratique. Le taux de participation dépasse les 60%. Un record. Depuis 2002, la Guinée peine à tenir les législatives. En dépit des suspicions entre acteurs directs, le 18 octobre, la Commission électorale nationale indépendante présente les résultats provisoires. Le RPG Arc-en-Ciel remporte 53 sièges, l'UFDG 37, l'UFR 10, soit le trio de tête de la dernière présidentielle de 2010. En course, l'UPG et le PEDN s'octroient chacun 2 sièges. 10 autres partis feront leur entrée à l'Assemblée avec un député chacun. La Cour suprême confirme ces résultats. La Guinée a ses députés élus. La longue transition prend fin. Les espérances de développement dans la paix sont à présent plus fortes que par le passé. Aux politiques d'agir pour mériter du sacrifice et de la patience du peuple. Je vous l'annonçais tout à l'heure, je reçois sur ce plateau M. Kamara Aboubakar. M. Kamara, bonsoir. Bonsoir, Rassoulana. Je précise que vous êtes rédacteur en chef du journal télévisé de la télévision nationale. On vient de suivre votre reportage, vous l'avez dit, les Guinéens ont attendu 12 ans pour tenir les législatives. Comment ils ont réussi finalement à franchir cette étape? Vous l'aurez compris, la route n'a pas été facile, elle a été très très longue et très très périlleuse aussi. Depuis 12 ans, on cherchait à organiser, à tenir ces élections législatives qui devaient donc renouveler, donner une nouvelle assemblée avec de nouveaux représentants. Mais le président Lansana Conté est parti sans pouvoir donc réussir à mettre en place une nouvelle assemblée. Et tout de suite, c'est une transition qui s'ouvre au pays, une transition même qui va se prolonger juste après l'installation d'un nouveau président démocratiquement élu. Mais encore, on s'attendait dans 6 mois à être là et il fallait régler beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses à régler. Les textes n'étaient pas complètement dépoussiérés. Il y avait beaucoup de choses qui ne mettaient pas les différents acteurs en confiance. Et à la fin de l'année dernière, déjà, des négociations avaient été engagées pour préparer. Et là, l'entame de l'année, malheureusement, ça a été une fausse sortie parce qu'il n'y avait pas encore la confiance. Les partis ne sont pas entendus. Je veux parler du pouvoir et de l'opposition qui va nous envoyer dans ce bras de fer qui sera engagé dès le mois de février, le 18 février notamment, où directement on va voir l'opposition dans la rue. Ça sera une
une période vraiment compliquée qui sera marquée par plusieurs manifestations, des meetings, pas moins de 8 grandes mobilisations qui vont un peu perturber le fonctionnement normal du pays. Mais entre-temps, les politiques des deux côtés travaillaient à arriver à s'entendre. Le problème, c'était comment arriver à ces élections dans le consensus, parce que le président de la République tenait vraiment à ce que ça soit dans le consensus. Il voulait que tout le monde soit dans le train, donc il fallait vraiment faire preuve de patience, il fallait faire preuve de réalisme politique avec les acteurs qui étaient en face. Eux aussi, à un moment, qui ont compris, parce que le 3 juillet, c'est ce que tout le monde a compris, c'est ce que tout le monde a salué. Il y a eu cet accord, notamment cette chaude poignée de main entre Nantou Chérif de la coordination du RPG Arc-en-Ciel et Aboubacar Sida de l'opposition qu'on appelle républicaine. Donc vraiment, ça n'a pas été facile, mais voilà, les partis ont compris, il fallait lâcher, parce que tout le monde en avait un peu, tout le monde commençait à se plaindre de la situation, il fallait avancer, et c'est ce qu'on a réussi ensemble avec l'accompagnement international, parce qu'encore, il y avait un déficit de confiance à l'interne. Vous vous souviendrez, il y a eu certains qui ont été annoncés pour venir tenir ce dialogue interguinéen, mais ils ont été tout de suite là rejetés par un camp ou bien par l'autre. À un moment, c'est Cissé qui a été annoncé du Sénégal, qui travaille déjà ici avec nous, donc il comprenait assez bien la situation guinéenne, mais là l'opposition n'a pas voulu, et avec Saïd Djinit qui comprend aussi la situation guinéenne, parce que n'oubliez pas que Saïd Djinit s'occupe du dossier guinéen depuis pendant la transition avec Moussa Dadis Kamara, avec les amis, les pays amis de la Guinée jusqu'à la sortie. Donc voilà, là c'est vrai, il y a eu son punch, mais il faut reconnaître, tout le monde voulait maintenant en finir, quoi. Maintenant, comment, c'était ça, c'est ce qu'il fallait trouver, et c'est ce qu'ils ont su trouver. C'est ce qu'il fallait trouver. On est finalement parti aux élections. Un parlement sera installé dans les prochains jours, mais finalement l'attente a été longue, c'est vrai. Mais à votre avis, qui tire profit de cette nouvelle donne politique? La nouvelle donne politique, tout de suite, c'est la Guinée, c'est le pays. Imaginez aujourd'hui, avec ce qui s'est passé récemment à Abu Dhabi, la conférence des partenaires, combien ont été mis sur la table pour la Guinée? 6 milliards de dollars, il faut pouvoir le mobiliser en si peu de temps. Tout de suite, c'est d'autres accords, c'est l'Union européenne qui se dit non, tous ceux qui étaient là suspendus, on va décaisser rapidement 200 millions d'euros. C'est hier, on voyait le chef de l'État avec des investisseurs coréens qui s'intéressent enfin à notre bauxite. Donc, c'est d'abord le pays, et ça permet aussi au gouvernement, il y a aussi le gouvernement qui doit tirer profit, parce que ça lui permet de mettre à exécution tous ces programmes. L'année dernière, beaucoup de choses avaient été annoncées, mais ils n'ont pas pu être exécutés, parce que personne ne peut travailler dans une situation d'instabilité, dans une situation de crise. Donc le gouvernement aussi tire vraiment avantage, et aussi et surtout le chef de l'État, parce que après tout, c'est lui qui a un bilan à présenter après 5 années. Donc là aujourd'hui, ça lui permet d'aller très vite, et vous voyez les avions qu'il échange actuellement, les démarches qu'ils font. Vraiment, il veut accélérer le processus de développement du pays, mais aussi à l'opposition, parce que l'opposition, ça lui permet de se remettre dans le jeu politique du pays, et avec leur annonce là de siéger à l'Assemblée, vraiment c'est salutaire, parce que ça met en confiance et leurs militants et eux-mêmes. Ça montre que vraiment nous avons en face maintenant des acteurs qui se font confiance et qui sont surtout patriotiques. Je pense que tout le monde tire avantage de cette situation-là. Les commerçants, ils tirent grand avantage. N'oubliez pas qu'au début de l'année, avec ces manifestations-là, d'abord l'État, dès le premier trimestre, nous avait annoncé un déficit de plus de 1000 milliards de francs guinéens, mais aussi les commerçants avec Goa, ils annoncent 48 milliards. Donc c'est énorme. Et jusqu'ici, l'activité économique, vous voyez, reprend, mais pas de façon réelle. Donc aujourd'hui, tout le monde est en confiance et tout le monde veut aller plus vite. Donc je pense que c'est toute la Guinée qui tire avantage. C'est le gouvernement, c'est le chef de l'État, mais aussi c'est les acteurs politiques. Vous l'avez dit, c'est le Guinéen tout simplement qui tire profit de cette nouvelle donne politique. Et à votre avis, est-ce que vous pensez que le plus dur reste derrière nous et que l'année 2014... 1000 milliards
de francs guinéens, mais aussi les commerçants avec Goa, ils annoncent 48 milliards. Donc c'est énorme. Et jusqu'ici, l'activité économique, vous voyez, reprend, mais pas de façon réelle. Donc aujourd'hui, tout le monde est en confiance et tout le monde veut aller plus vite. Donc je pense que c'est toute la Guinée qui tire avantage. C'est le gouvernement, c'est le chef de l'État, mais aussi c'est les acteurs politiques. Vous l'avez dit, c'est le Guinéen tout simplement qui tire profit de cette nouvelle donne politique. Et à votre avis, est-ce que vous pensez que le plus dur reste derrière nous et que l'année 2014 qui s'annonce sera tranquille? Bon, oui, je ne vois pas tellement comment jouer à cette météo politique, mais avec les données actuelles qu'on a, en tout cas, tout semble être mis en place pour que nous connaissions, nous allons vers une année moins agitée que l'année qu'on a connue, l'année qui finit 2013. Vraiment, c'est le souhait de tout le monde, parce qu'aujourd'hui, il y a un cadre idéal qui est là, où tout peut être discuté, un homme responsable, un homme politique. Aujourd'hui, plus personne n'a des arguments pour aller dans la rue, pour perturber, casser les véhicules, ou bien que ce soit la police qui arrête des gens. Plus personne n'a besoin de ça. Nous avons des hommes à qui on a placé notre confiance, qui sont dans un cadre démocratique, donc dans une assemblée où tout va se discuter. Il y a aussi le cadre permanent du dialogue qui est là, qui doit être enrichi, où beaucoup de petites questions qui n'ont pas pu être réglées pendant la législative doivent être corrigées, doivent être discutées en profondeur, mais vraiment de façon très très apaisée, et rien ne nous dit comme... Bon, c'est vrai que l'année aussi, ça sera une année électorale, des élections de proximité, mais comme tout le monde est dans l'enclos maintenant là, excusez-moi de l'expression, je pense qu'il va y avoir quand même moins d'agitation, moins de troubles. Et l'autre enjeu, c'est que on va passer d'une année électorale à une autre année, parce que 2015 aussi, ça peut être, mais je pense que ça va se jouer beaucoup plus au niveau des états-majors et au niveau de l'Assemblée, au niveau du cadre permanent qui est créé. Alors, pendant ce temps, nous autres, on peut continuer à travailler, on peut continuer à faire avancer la démocratie. Monsieur Kamara Boubacar, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du journal télévisé de la télévision nationale. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Koundara, Kindia, Kamsa, Ugende, c'est dans Kissidougou. Restez fidèles à la télévision nationale.